Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit retour au centre, au cœur du cinéma français et même du cinéma européen, puisque je vais vous parler un petit peu d'un film très important, d'un grand succès populaire, même le gros succès populaire de 1952, voilà, des années 50, donc l'adaptation en film du roman Fanfan la Tulipe avec évidemment l'acteur mythique Gérard Philippe. Je vous avais déjà parlé tout l'amour que j'avais pour l'acteur Jean Marais dans les films de KPDP et autres. Et dans les films de KPDP à l'époque, il y avait aussi effectivement Gérard Barret et aussi évidemment Gérard Philippe, qui n'était pas qu'un acteur de KPDP, qui était un acteur assez incroyable, qui avait beaucoup de rôles différents et tout, qui était un très très grand acteur de l'époque. Mais le rôle de Fanfan la Tulipe l'avait confirmé comme grand acteur populaire. Et puis aussi le succès était tel, je crois qu'il avait rapporté 6 ou 7 millions de spectateurs à l'époque. C'était un chiffre énorme. Voilà, c'était vraiment un des gros succès populaires du cinéma français. D'ailleurs, c'est le premier film, pour la petite anecdote, c'est le premier film apparemment qui aurait été le premier film français qui aurait été doublé en chinois de l'histoire. Donc voilà, c'est la petite pour dire en tout cas que voilà, c'est un film qui a vraiment traversé les frontières et qui est très 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 important, qui a fait même connaître Gérard Philippe à l'étranger. Alors c'est un film franco-italien comme beaucoup de films à l'époque, l'espèce de d'harmonie au niveau des productions entre l'Italie et la France après la guerre, c'était vraiment quelque chose ouais, il y avait beaucoup de coproductions, beaucoup d'acteurs français et italiens qui allaient tourner d'un côté ou de l'autre. C'était absolument fascinant. Moi, de toute façon, le cinéma français, principalement, là aujourd'hui je vous parle d'un film d'après-guerre, mais le grand cinéma français, en fait, l'âge d'or du cinéma français, c'était vraiment tout ce qui était avant Deuxième Guerre mondiale. C'était vraiment là le grand cinéma français. Alors évidemment, il y a eu pour moi des chefs-d'œuvre encore après la Seconde Guerre mondiale. Là, j'en cite un aujourd'hui, un grand film populaire. Et il y a eu effectivement les années 50, 60, jusqu'à 70, qui pour moi sont encore très importantes. Et après, c'est à partir des années 80 où pour moi il y a vraiment eu un déclin du cinéma français et où toute la diversité que le cinéma français pouvait avoir là a commencé à péricliter, à décliner. Alors que le cinéma italien, la grande période du cinéma italien, c'est vraiment, pour le coup, la période d'après-guerre. Donc les années 50, 60, 70, encore dans les années 80-90, il y avait encore de très bonnes choses, et notamment au niveau même des films d'exploitation. Alors même si c'était devenu très américanisé, mais il y avait quand même plein de réalisateurs intéressants dont je vous ai déjà parlé, même dans les années 80-90 en Italie. Donc voilà, le cinéma italien d'après-guerre et le cinéma français d'avant-guerre, c'est vraiment une symbiose parfaite, c'est vraiment le substrat profond du cinéma européen de cette époque. Évidemment, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi en termes de pays qui représentent le cinéma européen, évidemment le cinéma allemand, évidemment le cinéma anglais qui était très très important aussi durant toutes ces décennies, au siècle dernier. Mais aujourd'hui, le cinéma européen est un peu mort, quand même, en tout cas au niveau de son substrat. Il y a toujours des films effectivement qui sortent, mais au niveau du substrat, voilà, à l'époque, là je vous parle aujourd'hui d'un film qui est un film de KPDP, succès populaire, avec un personnage héroïque, très français, très européen, voilà, avec le verbe comme ça, très 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 profond, très vivant, très vibrant. Et puis aussi le personnage le personnage de Fanfan la Tulipe est assez, il représente bien le substrat du héros français, à la fois très courageux, qui n'hésite pas à aller à l'action, à combattre, à se battre pour l'amour, pour l'honneur, etc. Mais en même temps assez coquin, assez cabotin, assez comique en fait en même temps. C'est-à-dire avec une légèreté qui n'est ni finalement ni américaine ni asiatique. C'est vraiment autre chose et c'est vraiment ça représente vraiment le substrat européen, ce que Belmondo avait un petit peu repris par la suite, et ce que Jean Marais faisait un peu aussi, mais Jean Marais peut-être se prenait un petit peu trop au sérieux, alors que Belmondo avait un peu plus ce substrat qu'avait pu avoir Gérard Philippe, c'est-à-dire ce mix entre héros et personnages un peu coquins, un peu cabotins, et un peu, alors finalement un peu léger. Donc c'est un peu ça l'intérêt aussi du film. Moi je l'ai revu dans une très très belle copie, en noir et blanc, puisque le film a été
tourné et sorti à l'époque en noir et blanc, et il a été recolorisé, je crois, quelques dizaines d'années après. Alors moi j'ai jamais vu la version colorisée, j'ai toujours vu cette version-là, mais là le fait de le voir dans une très 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 bonne qualité, c'était vraiment exceptionnel. Même en noir et blanc, vous allez avoir tout ce que propose le film de KPDP, hein, qui était vraiment le grand genre héroïque et de films d'action français des années 50-60, hein. Et donc là ça a vraiment fait, c'est un film qui a vraiment fait école. Vous allez y voir effectivement des scènes de combat à l'épée, des cascades, des chutes, des courses à cheval, voilà, de la baston, mais vraiment avec un esprit à l'ancienne, hein. Je pense que c'est pas, je conseille pas évidemment faut remettre le film dans son contexte, hein, dans les années 50. Les choses on peut nous paraître un petit peu archaïques aujourd'hui, mais si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est absolument sublime. Il y avait eu un remake aussi dans les années 2000, alors qu'avec Vincent Pérez, dont j'avais vu l'affiche et quelques extraits, mais qui m'avait pas emballé, et qui en plus avait pas eu un succès retentissant. Donc je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si c'est bien ou pas. C'est vrai que le film de KPDP des années 90, 2000, voire 2010, voire même encore très récemment, moi je suis pas un immense fan. Je trouve qu'ils arrivent pas à retrouver le substrat justement de cette époque-là, et la légèreté aussi de cette époque-là. Je le trouve assez lourd, assez plombant. Alors moi j'ai bien évidemment aimé un film comme Vaincre ou Mourir, mais plus pour le côté épique et héroïque finalement que pour le côté cap et épée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de baston, et c'est vrai que c'est très 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 sérieux, ça se prend très au sérieux, il n'y a pas de légèreté, c'est normal vu le sujet du film, etc. Mais on retrouve pas vraiment l'état d'esprit des films de cap et d'épée. Et puis j'avais aussi vu, bien, même si j'aime Vaincre ou Mourir, c'est un des meilleurs films que j'ai vu, meilleur film français que j'ai vu en 2023, mais par contre j'avais aussi vu la version des Trois Mousquetaires, et j'avais été un peu déçu parce que justement j'avais trouvé, alors Vincent Cassel est extraordinaire. Moi, Vincent Cassel, c'est vraiment l'acteur qui pour moi devrait jouer dans plein de films de KPDP, rien qu'à son nom. Je pense que c'est vraiment l'acteur français, avec Jean Dujardin ou Alexandre Astier ou deux trois comme ça, qui représentent vraiment ce substrat français, des acteurs français un peu comme ça, un peu qui reprennent un peu le flambeau de cette époque-là. Et pour moi, voilà, Vincent Cassel s'en sort très bien dans le film. J'adore cet acteur, mais c'est vrai que le film m'a paru très très lourd et pas toujours très intéressant. J'ai pas vraiment accroché. Et pourtant moi j'ai été vraiment biberonné étant gamin aux films de KPDP. Bon, je vous le dis, principalement ceux avec Jean Marais, mais voilà, c'est un genre que j'aime bien, mais je préfère voir des films de ces années-là. En tout cas, après cette longue digression, dont j'ai l'habitude, vous m'excuserez, donc je reviens un petit peu au film de 52. Donc voilà, très belle réalisation, très belle photo, le film est magnifique. L'actrice principale, Gina Lollobrigida, qui joue en fait l'amoureuse, mais vous verrez dans le film c'est un peu plus compliqué, de Fanfan la Tulipe, est extrêmement très très bonne actrice, extrêmement belle, etc. Voilà, les grandes actrices de l'époque. Et puis au niveau du casting, vous allez voir tout un tas de gueules mythiques du cinéma français. Si vous aimez le cinéma français de cette époque-là, moi j'avoue bien volontiers que c'est vraiment, j'ai d'énormes lacunes dans le domaine, hein. J'adore en tant que Français, j'adore le cinéma français, j'adore le cinéma européen, j'adore le cinéma italien, et évidemment j'ai grandi avec le cinéma américain, donc occidental au sens large, mais il y a vraiment une différence quand même entre le cinéma dit américain et le cinéma dit européen. C'est vraiment une manière de faire en réalité, quand on creuse, très très différente. C'est vrai que moi, mes connaissances au niveau des détails et au niveau de l'historique sont plus au niveau du cinéma de Hong Kong, qui est encore un type de film bien spécifique, vous le savez. Mais c'est vrai que naturellement, je suis vraiment emporté par ce type de film, parce que finalement c'est mon substrat, c'est la France d'une certaine époque avec laquelle moi j'ai eu la chance de grandir et que j'ai eu la chance de voir, avec effectivement un côté, alors c'était les 30 Glorieux, c'était l'après-guerre, donc il y a un côté lumineux, flamboyant, magnifique, en fait, évidemment, que ne peut pas retrouver la France aujourd'hui, puisqu'elle est vraiment dans un tout autre passage historique. Donc c'est évident que le cinéma aussi reflète
une certaine identité de la réalité. Enfin un certain état d'esprit de la réalité. Moi, je rêve qu'on retrouve cet état d'esprit lumineux et énergétique, voilà, de cette époque, mais c'est très difficile à l'époque où on vit, avec tout ce qui se passe, etc. Donc on est dans un contexte bien particulier d'après-guerre et les gens pouvaient à l'époque accueillir pleinement ce type de divertissement populaire. Et ça a duré des années. Enfin, je veux dire, les années l'après-guerre, en termes de substrat héroïque et de films d'action du monde entier, ça a été sensationnel en France, en Italie, dans le reste de l'Europe, y compris dans toutes les parties du monde, en Amérique, en Asie. Et des années 50, 60, 70, 80, 90, il y avait une énergie incroyable qui est en fait, moi, c'était à peu près les 50 ans de cinéma avec lesquels j'ai grandi. Ça a un peu commencé à basculer dans les années 2000, même s'il y a encore des choses que j'aime, mais ça, le substrat s'est un petit peu envolé. La preuve avec, par exemple, le film que j'ai évoqué tout à l'heure de Fanfan la Tulipe de Gérard Grovic, je crois que c'était une production Luc Besson. Typiquement, Luc Besson, pour moi, il perd vraiment de ce substrat. Sa boîte s'appelle EuropaCorp et pourtant je trouve qu'elle perd ce substrat européen et finalement elle est une espèce de production sous-américaine un peu frelatée. Moi j'ai toujours vu un peu ça chez Luc Besson. Moi, c'est pour ça que je l'ai jamais vraiment considéré comme un réalisateur français, parce que je trouvais et d'ailleurs c'est très symbolique des années 2000, mais ça s'est un petit peu amorcé dans les années 80-90, le moment où le substrat français disparaît au profit d'une espèce de sous-américanisation de la culture et puis du cinéma et même de la pensée. Donc c'est nettement moins intéressant. Donc si vous voulez vous replonger dans un substrat profond d'un certain cinéma européen, français et italien d'une époque bénie, hein, puisque c'est une époque qui ne reviendra plus jamais, mais dont on a la possibilité de redécouvrir sans cesse les œuvres puisqu'elles sont tout le temps remasterisées et redécouvertes. Donc je vous invite parfois à vous intéresser au cinéma européen, parce que je constate, et ça encore une fois c'est une digression c'est une pensée que j'ai souvent, c'est que moi je suis quelqu'un qui a grandi avec je suis un enfant des années 90, donc moi dans les années 90 c'était le cinéma américain, c'était vraiment mon substrat cinématographique. Dans les années 2000, c'était vraiment le cinéma asiatique, plus profondément, plus particulièrement le cinéma de Hong Kong, bien évidemment, vous l'avez compris. Et puis dans les années 2010, je me suis reconnecté de plein de manières avec la France, avec l'Europe et avec mon substrat, et ça passait aussi par le cinéma. Et du coup, j'ai pu vraiment rattraper. Alors évidemment, j'avais vu des films français, hein. Moi j'ai grandi avec le cinéma français, je vous dis, les films de KPDP, les Belmondo, les De Funès, les grands films populaires que me montraient mes parents, mes grands-parents, etc. Y compris même des films italiens, les films de western italiens, etc. Mais c'était des films populaires qui passaient à la télé. Là, dans les années 2010, j'ai vraiment fait un creusement de tous ces grands réalisateurs français d'avant-guerre et même un peu d'après-guerre aussi. Et d'ailleurs, je vous avais fait une espèce de série de tous les dizaines de personnalités du cinéma français qui m'avaient marqué à travers des réalisateurs, des acteurs, des scénaristes, etc. Et ça avait pas très bien marché, et ça marche très peu. Et d'ailleurs, je pense que cette vidéo fera vraiment pas de vues, parce que aujourd'hui, il y a vraiment deux écoles, principalement sur YouTube, mais dans le cinéma en général, dans les critiques cinéma en général, on parle beaucoup de cinéma américain ou de cinéma asiatique. Alors moi, il n'y a pas de problème, j'en parle aussi sur ma chaîne, même si je suis plus cinéma asiatique, évidemment. Mais on parle, alors, outre le fait évidemment qu'on parle pas aussi de tous ces cinémas émergents, des pays émergents, d'Afrique, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, évidemment, ça c'est évident, et c'est vrai que c'est intéressant aussi. Je trouve qu'on parle pas assez du cinéma européen, de cette grande époque de l'âge d'or du cinéma européen, qui pour moi, je vous le dis, va des années 0 aux années avec Méliès et les Frères Lumière jusqu'aux années 2000, quoi. Il y a quand même au moins 100 ans de chefs-d'œuvre absolus que vous pouvez découvrir. Et la deuxième partie, donc des années 50 aux années 2000, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante au niveau du cinéma français, mais il y a plein de choses, de chefs-d'œuvre infinis, hein. Mais avant la guerre, il y a encore plus de chefs-d'œuvre. Donc, je vous invite vraiment à redécouvrir ça. Je sais que c'est compliqué, je sais que
Aujourd'hui, c'est pas très à la mode de revoir ce genre de film. Faut se forcer, il faut aller un peu plus loin, faut se reconnecter avec des choses qui nous paraissent un peu vieillottes, etc. Mais voilà, je vous rappelle qu'on n'est pas, on n'est pas des Américains, on n'est pas des Asiatiques, et on est des Français, on est des Européens, et donc soyons ouverts au monde, mais reconnectons-nous quand même avec notre substrat et avec un certain type de cinéma flamboyant de cette époque. Et je vous jure que vous allez tomber sur des trucs incroyables, et même des trucs dans des genres que vous aimez. L'action, l'horreur, le fantastique, le drame, le polar. Il y a plein de choses vraiment à explorer dans le cinéma français et dans le cinéma italien, vraiment. Et même à la marge, je vous ai dit, des cinémas allemands, anglais, et même d'ailleurs récemment le grand cinéma européen depuis les années 2010, voilà 2020, c'est vraiment le cinéma espagnol par exemple, qui est très intéressant. Les Italiens reviennent un peu aussi. Là, les Français refont un petit peu de films d'action, c'est intéressant, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. Mais par exemple, voilà, les Espagnols, en termes de cinéma européen, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Alors les films, moi, c'est un peu comme le cinéma coréen, c'est parfois un peu trop plombant, un peu trop sérieux, un peu trop noir, un peu trop dur en fait, mais ça correspond aussi à l'époque dans laquelle on vit, et c'est vrai que moi je reconnais qu'en Europe c'est vraiment les meilleurs, voire dans le monde occidental, les Espagnols depuis 10-15 ans, c'est extraordinaire. Donc voilà, le cinéma européen vit encore à travers le cinéma espagnol, mais on n'est pas au niveau du film que je vous présente aujourd'hui, on n'est pas dans un substrat flamboyant, parce que effectivement l'époque est différente, mais donc j'espère que ça reviendra un petit peu au cinéma, même si j'en doute aujourd'hui. En tout cas, on peut toujours se voir ces vieux films qui font partie du substrat. Et voilà, moi, je tiens quand même à préciser que, je l'ai souvent dit dans cette vidéo, mais j'espère que ça sera clair. Moi, j'ai un amour infini pour le cinéma de Hong Kong et pour le cinéma asiatique. J'ai grandi avec le cinéma américain et je suis ouvert à tous les cinémas du monde. Mais mon substrat, c'est le cinéma français et c'est le cinéma européen, mais d'une certaine époque qui n'existe plus. Je parle pas du cinéma d'aujourd'hui, même si, à la marge, il y a encore des trucs très intéressants qui sortent en France encore aujourd'hui. Moi, par exemple, là, cette année, je trouvais que il y avait des films très intéressants. Moi, je vous ai parlé de Vaincre ou Mourir, mais j'ai beaucoup aimé Aka, j'ai beaucoup aimé Farang, j'ai beaucoup aimé même un téléfilm qui paraît totalement con et crétin comme le nouveau Caméra Café, là, 20 ans après. Je trouvais qu'il y avait un substrat de critique sociale et de prolétariat intéressante quoi dans ce petit truc, dans ce petit objet télévisuel. Voilà, il y a plein de propositions et des trucs que je dois oublier, que j'ai pas forcément tout vu, mais parce que globalement j'ai un petit peu une répulsion envers le cinéma français. C'est en tout cas de ces dernières années. Même les films de Philippe Lachaud me font de moins en moins rire et je les trouve de moins en moins intéressants. Voilà, il y a quelques trucs qui sortent par moments qui sont intéressants quand même, heureusement, et d'ailleurs pas forcément des gros budgets ou pas forcément dans des milieux cinématographiques ou bourgeois, etc. Des fois c'est fait par des petits gars dans leur coin qui viennent de banlieue, qui viennent de campagne, qui viennent de la ville, et c'est intéressant aussi. Il y a plein de choses, il y a plein de talents en France encore. Donc voilà, je tiens quand même à dire que si on cherche, si on creuse, on trouve. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille vivement ce Fanfan la Tulipe de 1952, réalisé par Christian Jacques, avec le grand Gérard Philippe et la magnifique Gina Lollobrigida. Film de KPDP, grand succès populaire de l'époque, film flamboyant, avec plein d'action, plein d'humour, plein de phrases, de verbes et de dialogues savoureux, qui fait aussi la grande force du cinéma français, évidemment le texte, l'écriture. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt. Vive le cinéma européen, vive le film de KPDP et vive la France. À bientôt. Et où placez-vous votre aile droite? À gauche. À gauche. L'idée est plaisante. Et l'aile gauche à droite? Non, si.
Monsieur la Tulipe, je vous fais grand compliment. Monsieur l'enfant la tulipe. Me voilà! Reste ici! Pour je te prends! Ne le mangez pas! Je vous passe le sabre à travers les tripes! Toi, ne te montre pas. Monsieur, vous avez été merveilleux. Oh, merci, monsieur. Vous apprendrez comment je m'appelle, moi, Bougre d'Andouille. Oh, joli nom. 10 ans de galère. Contre 7 ans de service, j'y gagne encore. Je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur le soldat fanfare à tulipe. Si nous voulons mener cette affaire à bien, je crois qu'il serait bon de l'éliminer. Car en vérité, Adeline ne cédera jamais au roi tant qu'elle pourra aimer Fanfan. Et elle l'aimera jusqu'à la mort. Par conséquent... Ne me touchez pas, je vous en supplie. Tu as giflé le roi. Mon rêve. Je t'aime, papa. Je t'aime. Je croyais à mon destin. Vois-tu, j'y crois encore. Pas pour longtemps. Oh non, quand on va casser sa pipe, hein, on perd le goût du tabac. C'est la première fois que j'assiste à une exécution. Ah, il fallait voir ça avant de mourir.